voudrais vous remercier d'abord de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser au Sénégal, aux Sénégalais de l'intérieur comme de l'extérieur, à qui j'ai beaucoup de pensées parce que je crois que c'est des dignes fils du pays qui sont sortis pour soit étudier ou en tout cas aller travailler et revenir, subvenir aux besoins de leur famille laissée sur place. Je crois que c'est assez simple parce que la commission de recensement qui est logée à la Cour d'appel et la commission qui s'occupe des élections au niveau du ministère de l'Intérieur ont donné des chiffres avec cet écart-là. Et d'ailleurs, cela a été constaté sur le terrain parce qu'à l'intérieur du pays, les résultats après dépouillement doivent être affichés au niveau des bureaux de vote. Ce qui n'a pas été le cas. Et ce que le régime actuel a fait est contraire à l'esprit du code électoral. Donc nous avons pu constater dans beaucoup de localités de l'intérieur du pays que les résultats n'étaient pas affichés, que les représentants du non également n'ont pas reçu de procès-verbaux pouvant attester les résultats sortis des urnes. Et dans certaines localités, on peut dire que 2 jours après, nos responsables des comités électoraux n'ont pu accéder à ces résultats-là. Parce que si les résultats ne sont pas publiés au niveau des bureaux de vote, il est difficile d'avoir les résultats sans passer par les préfectures, les sous-préfectures et les préfectures. Donc cela montre qu'il y avait quelque part des bureaux de vote qu'on ne pouvait pas afficher. Donc c'est pourquoi ils ont donné les résultats globaux dans beaucoup de localités du Sénégal. Et quand maintenant il y a eu ces 2 sorties-là où on a constaté cette différence de bureaux fictifs, nous avons pu donc établir que le régime a bien fraudé pendant ce référendum-là. La posture que nous allons adopter, c'est celle de nous mettre ensemble, d'abord, l'opposition, de mener des batailles concernant, premièrement, l'audit du fichier électoral, et donc d'avoir des discussions avec le ministre de l'Intérieur également, pour pouvoir, non seulement après l'audit du fichier, arrêter le nombre de bureaux de vote exact dans tout le territoire national et à l'extérieur du Sénégal, ce qui nous permettra d'aller vers des élections transparentes. Donc la première bataille pour nous, opposition, c'est d'exiger l'audit du fichier, mais également le départ de l'actuel ministre de l'Intérieur qui a montré ses limites. La faute qu'il a commise déjà, après l'organisation de ce référendum, sa sortie, d'ailleurs, alors que la publication des résultats revenait à la commission de recensement nationale, donc la Cour d'appel qui devrait publier les résultats, et le ministre fait une sortie pour déjà publier les résultats avant la publication des résultats par la Cour d'appel. Donc cela montre que le ministre de l'Intérieur a montré ses limites. Également, nous avons constaté durant toute la campagne électorale qu'il était partisan, et on l'a montré même en visite de courtoisie quelque part, ou en tout cas en visite de proximité dans certaines localités, notamment aux Parcelles Assainies, où il a été aperçu avec le ministre des Finances faisant une campagne dans cette localité. Donc lui aussi, nous demandons son départ. Et nous demandons la création d'un ministère chargé des élections, comme il a été question par le passé. Oui, vous pouvez le considérer comme ça, vous, parce que les journalistes ne considèrent pas, ou l'opinion, ne considère pas le travail de terrain
qui doit être fait par les partis politiques. Je vous rappelle tout simplement que Bokk Gis Gis est né à la veille des élections législatives de 2002, à 2 mois des élections de 2002, et nous sommes allés à ces élections-là en ayant relevé plusieurs défis. Le premier défi était la présence dans les 45 départements, donc l'établissement de listes départementales partout au Sénégal, ce que nous avions réussi à l'époque. Et nous sommes allés en campagne électorale. Et au sortir de ces élections, Bokk Gis Gis s'était classé 3e après Benno Bokk Yakaar. Le PDS, c'était Bokk Gis Gis. Donc, c'est une réalité politique. Et après cela, bien évidemment, il faut rappeler que c'était une coalition à l'époque. Et donc, Bokk Gis Gis est né le 5 janvier 2013. Et c'est comme ça que nous avons continué le travail qui avait été déjà entamé par les législatives. Et cela nous a permis d'être un peu partout au Sénégal. Et en 2014, nous avons participé aux élections locales où Bokk Gis Gis a gagné 29 mairies. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de partis que vous citez devant nous, réellement sur le terrain. Et en termes de suffrage, au plan national, sans tenir compte des zones où nous avons été en coalition, Bokk Gis Gis a engrangé des voix qui lui donnent la même position que 2012 après les élections législatives. Donc, Bokk Gis Gis est une réalité politique sur le terrain. Maintenant, au plan médiatique, Bokk Gis Gis n'a pas cette présence-là. Parce que nous avons notre méthode de travail également qui est basée sur l'implantation du parti au niveau du Sénégal sans tambour ni trompette. Maintenant, on verra d'ici les prochaines élections si nous sommes en coalition, on ne pourra pas définir une position, mais si nous partons seuls aux élections, vous verrez quelle est la position de Bokk Gis Gis sur l'échiquier politique au Sénégal. Mais en tout cas, nous savons que nous avons un parti qui est largement dessus des autres, de beaucoup de partis qui sont considérés aujourd'hui comme de grands partis. Maintenant, l'avenir nous en dira plus. Vous savez, moi, j'ai été constant, en privé comme en public. J'ai toujours souhaité les retrouvailles de la famille libérale. Et je continue d'y croire. Parce que l'union fait la force. Et nous avons, par le passé, tout partagé. Je pense que ce qui nous réunit est plus important que ce qui nous divise. Maintenant, nous sommes en politique. La volonté étant là, nous avons déjà fait un premier pas en allant ensemble au référendum. Bon, il nous reste du temps. Laissez-nous le temps d'étudier les modalités de collaboration qui vont nous permettre de pouvoir établir une liste commune aux prochaines législatives. En tout cas, c'est notre souhait le plus ardent. Bon, le traitement qu'en font tous les Sénégalais et tous les observateurs en général, parce que après les différentes péripéties et l'avis du groupe de contact, je pense que donc le Sénégal a foulé au pays plusieurs conventions dont notre pays est signataire. Je peux même dire la première, c'était elle est relative à la décision de la CEDEAO qui, dans un premier temps, avait émis un avis par rapport à l'affaire Karim Wade qui n'a pas été respecté à l'époque. Et la deuxième est l'avis du groupe de contact également, qui n'a pas été respecté alors que notre pays est signataire de toutes ces conventions-là. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement du Sénégal a un dilemme parce que Karim Wade représente aujourd'hui une patate chaude entre leurs mains et donc je pense que normalement
ils doivent en ce moment même étudier les différentes voies et moyens qui pourraient leur permettre d'avoir une sortie honorable par rapport à cette question-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde sait que Karim Wade est un otage politique entre leurs mains. Et voilà, nous nous souhaitons de tout cœur sa libération le plus rapidement possible. Je rappelle que j'ai été le premier à avoir été convoqué. Et à l'époque même, j'étais président du Sénat, mais malgré tout, j'ai déféré à la convocation par respect à la justice de mon pays. Et donc, après les enquêtes d'usage, je crois que rien n'a été trouvé sur ma personne. Et c'est de cette même façon que les tenants du pouvoir, je crois, parce que quand un article de presse dit que Pape Diop a donné 2 milliards au président de la République pour échapper aux poursuites, je crois que c'est une affaire très grave. Parce que si un président de la République est traité de corrompu, je crois que dès la minute qui suit, la justice doit s'autosaisir et convoquer la personne qui a annoncé donc, cette information-là et l'écouter. Ce qui n'a pas été le cas, et moi j'avais à l'époque, avec mon avocat, attendu 1 semaine pour voir si le procureur n'allait pas s'autosaisir. Dès l'instant qu'il ne l'avait pas fait, le journaliste qui l'avait dit avait publiquement dit qu'il avait menti et qu'il demandait donc un pardon. Alors moi j'avais demandé à l'époque le franc symbolique. Mais ce qui est sûr, c'est que cette rumeur avait été distillée. Parce que n'ayant pas de preuves sur moi et étant un opposant, alors, donc, le dossier étant entre leurs mains, il fallait donner à l'opinion quelque chose, en tout cas à ruminer en attendant d'avoir des poursuites sur d'autres personnes. Voilà tout simplement ce qui s'est passé. Mais moi, je n'ai nullement peur de poursuite parce que j'ai acquis honnêtement ce que j'ai. Je pense que les preuves l'ont montré. Les biens immobiliers que j'ai ici au Sénégal, on peut identifier rapidement au niveau de la conservation foncière s'il date d'avant ou d'après l'alternance. Et de cela, on peut établir s'il y a en tout cas comment dirais-je, un enrichissement illicite. Maintenant, en ce qui concerne mes comptes bancaires, je crois que tout a été vérifié de A à Z et rien n'a été décelé dans ces comptes-là. Et d'ailleurs, moi, les seuls comptes que j'avais étaient domiciliés au Sénégal. Je n'ai jamais eu de compte à l'extérieur. C'est après, maintenant, que j'ai eu un petit compte en France pour régler mes problèmes dans mes voyages. Mais auparavant, le seul compte que j'ai détenu par le passé, il datait de, je crois, 92, entre 92 et 98. Et c'est un de mes clients français qui m'avait demandé, parce qu'en ce moment, les virements prenaient un peu de temps pour les SWIFT, 3-4 jours. Et donc, il me faisait le virement le même jour, et le même jour, je faisais un appel de fonds. Donc, c'était pour me permettre de pouvoir honorer aux différentes commandes. Et quand j'ai arrêté de travailler avec ce client-là, ce compte a été clôturé en 98, je crois, ou 97. Donc, depuis, mais je n'ai jamais eu un compte à mon nom personnel à l'extérieur. Donc, voilà ma situation concernant la poursuite dans le cadre de l'enrichissement illicite. D'ailleurs, si vous vous rappelez, quand j'ai été convoqué, quand les autres l'ont été également, quand il s'est agi d'interdiction de séjour, mon nom n'était plus sur la liste de ceux qui étaient poursuivis. Donc je pense que c'est un dossier qui est classé, mais comme étant opposant, jamais ils ne diront que Pape Diop n'a rien fait. Ils brandiront toujours quelque chose sur ma tête pour montrer que, voilà,
comme les autres, il est dans ce coup-là, mais je demande que ce dossier-là soit éclairci une bonne fois pour toutes. Je crois que c'est une situation qui est vécue dans la mesure où tous les Sénégalais constatent que leur vécu quotidien a drastiquement baissé. Donc les conditions de vie des Sénégalais ont baissé et ont changé. Et donc cela suffit pour montrer que ces 4 ans, comme eux le prétendent, ne sont pas 4 ans où les Sénégalais sont sortis de leurs conditions d'avant du régime d'Abdoulaye Wade. Donc je crois que cela suffit pour montrer que le régime de Macky Sall n'a pas fait grand-chose, sauf manipuler les chiffres. Parce que même ce matin, encore il y a une persistance dans les chiffres qui avaient été annoncés concernant les récoltes de l'arachide. Je crois que si notre pays a pu récolter 1 300 000 tonnes, comme le président l'avait annoncé le 31 décembre passé, ce problème que nous avons connu avec les huiliers ne serait pas de cet ordre-là. Parce qu'il y a quelques mois, même pas un mois, le SEMIA a fait une conférence de presse pour dire que tous les exportateurs, c'est-à-dire les Chinois dont on parle, ont collecté 125 000 tonnes de graines. Et tous les huiliers confondus, 25 000 tonnes. Cela fait 150 000 tonnes. Et quelques jours après la sortie du SEMIA, donc, la SUNEOR de Kaolack a fait un point de presse également annonçant les mêmes chiffres et allant même plus loin parce que la SUNEOR a dit qu'elle disposait de 250 francs le kilo et n'arrive pas à trouver de graines. Je crois que si on a une production de 1 300 000 tonnes, avec 150 000 tonnes 125 000 exportés, 25 000 tonnes pour tous les huiliers confondus, je crois qu'on aurait pu largement avoir le nombre de tonnages qu'on veut sur le terrain. Malheureusement, c'est le contraire. Et hier, ils ont donné des chiffres encore faux, disant que les exportateurs ont exporté 400 000 tonnes, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai parce que c'est une question que je suis particulièrement. Donc, ils continuent à manipuler les chiffres. C'est la même chose en ce qui concerne le riz. Parce que le président Macky Sall avait dit en 2013 ou 2012 qu'en 2017, il y aurait l'autosuffisance alimentaire en riz, ce que j'avais démenti le lendemain. Et donc, le 31 décembre, encore, le président Macky Sall a annoncé une production de 900 000 tonnes de riz. Si on a 900 000 tonnes, on est presque à l'autosuffisance. Et donc, beaucoup de journalistes m'ont interpellé me disant que oui, vous aviez dit qu'en 2017, il n'y aurait pas d'autosuffisance en riz. Alors que nous avons une production de 900 000 tonnes. Mais 900 000 tonnes annoncées et le tonnage qui a été collecté sur le terrain, il y a un fossé. Vous avez vu après le tollé qu'il y a eu, de par même les producteurs de la vallée, qui ont démenti les chiffres qui ont été annoncés. Et j'ai entendu une fois à la télévision, à une des télévisions de la place, les populations de Matam disant qu'elles n'arrivaient pas à trouver du riz local à Matam sur une production de 900 000 tonnes. Je crois que c'est un gouvernement manipulateur de chiffres. D'ailleurs, le chiffre qui a été annoncé sur la croissance a été contesté par beaucoup de Sénégalais. Je ne suis pas le seul, par beaucoup de Sénégalais. C'est parce qu'ils ont manipulé les chiffres du début à la fin par la production pour atteindre ce taux de croissance-là. C'est tout simplement ça. Les chiffres qui ont été annoncés, 1 300 000 tonnes et 900 000 tonnes de riz sont faux. C'était maintenant pour atteindre le taux de croissance de 6,5 donc annuel, annoncé 6,5%. Mais de toutes les façons, la réalité a montré le contraire.
Maintenant, sur le riz, on attend de voir le tonnage que le Sénégal va importer durant l'année pour combler le gap. Parce que si on a 900 000 tonnes de riz paddy, ça veut dire que nous avons des besoins de 1 300 000 tonnes de riz paddy et 1 200 000 tonnes ou 1 100 000 tonnes de riz blanc. C'est-à-dire que nous sommes presque, nous sommes presque arrivés à l'autosuffisance. Mais je crois qu'eux-mêmes, ils ont dit que ce n'est pas possible pour 2017 maintenant. Je l'avais dit, pour que ça soit, pour que cet objectif soit atteint, je pense qu'il y a des conditions. Mais ces conditions-là ne sont pas actuellement mises en place pour que le Sénégal soit en mesure d'être autosuffisant en riz. Mais moi, je pense que nous devons dépasser même l'autosuffisance en riz. Ce qu'on devra dire, c'est l'autosuffisance tout court. Parce qu'on ne se nourrit pas que de riz. Nous avons besoin d'autre chose. Je crois que le gouvernement et le président Macky Sall ne sont pas trop ambitieux. Parce que moi, j'aurais parlé tout simplement d'autosuffisance pour notre pays. Arrêter Yaya, c'est trop dire pour l'instant. Mais moi, ce que je préconise, c'est que le président Macky Sall, aujourd'hui, est le président de la CEDEAO. Et la Gambie a souscrit à tous les textes de la CEDEAO. Et à ce titre-là, je crois que Yaya Jammeh doit observer le respect scrupuleux de ces textes-là. Donc, déjà, le droit de manifester doit exister dans tous les pays. Et si Yaya Jammeh a sévèrement réprimé les manifestants, je crois qu'il doit être condamné verbalement. Je ne dis pas être arrêté. Condamné, et la communauté internationale doit exercer une pression sur son régime. Parce que j'ai constaté que seul le président Yaya Jammeh fait beaucoup de dérives sans que souvent la communauté internationale s'intéresse à ce qu'il fait. Je ne sais pas si parce que la Gambie est un tout petit pays qui ne les intéresse pas, mais en tout cas, c'est un constat que j'ai fait également. Les Africains aussi, les tenants des pouvoirs en Afrique également, qui devraient réagir, ne l'ont pas fait. Je lance un appel au président Macky Sall, qui est le président de la CEDEAO, qui est le président en exercice de la CEDEAO, d'appeler à la raison le président Yaya Jammeh pour qu'il cesse toutes ces exactions qu'il exerce sur le peuple gambien. Donc, c'est ça qu'on peut faire pour l'instant. Et maintenant, faire de telle sorte que des élections libres et transparentes soient possibles en Gambie pour que le peuple se détermine une bonne fois pour toutes et élire peut-être un président qui va aller vers la démocratie, vers les droits de l'homme et permettre au peuple de la Gambie d'exercer son choix à chaque fois que de besoin. Oui, je voudrais remercier tous les internautes et particulièrement les Sénégalais, qu'ils soient ici ou d'ailleurs, et les exercer à garder espoir, parce que nous avons beaucoup à faire dans notre pays, parce que Dieu nous a donné le soleil, nous avons la terre, je crois que nous avons les ressources humaines qu'il faut. Le Sénégalais doit garder l'espoir que demain le pays changera, parce que nous avons tout ce qu'il faut, et comme je le dis souvent, l'agriculture doit être le moteur du développement, et dans ce domaine-là, nous avons beaucoup de potentiel. Nous pouvons arriver très rapidement à une autosuffisance et permettre au pays de sortir des difficultés dans lesquelles il est en train de se trouver. Mais je garde espoir que nous sommes Sénégalais, et quand on dit Sénégalais, Dieu nous a donné quelque chose. Nous n'avons pas
les ressources qu'il faut, hein, mais je crois que nous avons les ressources humaines, ce qui est le plus important pour aller vers le développement.